Toxipop. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission de C'est l'occasion d'en parler. Salut Isa, comment vas-tu ? Salut Rémi, ça va très très bien, là je suis en route pour l'espace, là, dans cette niche. Oui, on a reçu quelques photos là avant l'émission, c'était particulier. Alors juste quand même pour les personnes qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux expliquer ce qui t'arrive ? Oh non, tout simplement j'ai un test du sommeil à faire pour cette nuit, donc on m'a mis une quinzaine d'électrodes sur la mâchoire, sur le front, dans les cheveux aussi. J'ai un attirail aussi sur le bras, j'ai demandé si du coup j'allais pouvoir faire comme Peter Parker et puis lancer la toile, mais elle m'a dit que non. Faut que j'aille tisser. Voilà. Ouais. Et du coup, c'était très drôle. Et je disais, ça fait un peu un film de science-fiction des années 70, tu sais, avec des trucs un peu bizarres partout. On sait pas pourquoi, ce à quoi servent les choses. Mais bon, c'est assez rigolo. Ce soir, Kurt n'est pas parmi nous. Il ne pouvait pas se libérer. Donc, il n'y a que toi et moi. Et donc, exceptionnellement, moi aussi, je vais participer. Je vais nous parler d'un film. Et tu Pardon, je viens de recevoir une photo. Ça me fait tousser. Je me suis étouffé. Respire, justement. Ou pas. Pas faire de bruit. On va voir si toi tu respires cette nuit. Donc je disais Kurt est pas là ce soir, donc moi aussi je vais participer et nous présenter un film, enfin 2 films pour être exact, et puis toi aussi, je sais pas d'ailleurs, on n'a pas parlé avant l'enregistrement, je suis très mal poli, je ne t'ai pas demandé ce dont tu allais nous parler, mais ce n'est pas encore le sujet puisque comme souvent dans C'est l'occasion d'en parler, avant l'émission, on a lancé un petit sondage. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. C'est en lien avec mon sujet du soir. Et j'ai demandé au Twitto si ça leur arrivait d'acheter plusieurs fois le même livre. Et ensuite, parce que d'ailleurs t'as fait une remarque, moi pas les livres, mais les films aussi. Je fais mais oui, effectivement, je pense bouquin, mais il y a aussi les films. Et ce qui était assez drôle, c'est que les résultats étaient inversés. C'est-à-dire, on a eu plus de gens qui considéraient que ça servait à rien d'acheter 2 fois le même livre, parce que c'est la même histoire, après tout. Et par contre, pour les films, il y avait un très net tendance sur ah non, c'est pas le même film, ça n'a rien à voir. Rien que les Star Trek, je crois que j'ai... Alors, voyons... je dois avoir 4 ou 5 versions de chaque film, tu vois. Mais pourquoi ? Le film à l'intérieur est le même, mais c'est pas le même packaging, tu vois. Oui, d'accord. mais voilà. Alors que d'un côté, c'est bête, hein, parce que l'intérieur, comme je viens de le dire, c'est le même. Bon, après, il y a toujours des différences, des petits bonus supplémentaires ou des trucs comme ça, mais basiquement, est-ce que ça suffit à justifier un achat différent ? Je sais pas. Alors que dans le cadre des livres, souvent, quand t'as une nouvelle édition, c'est une nouvelle maison d'édition, et c'est souvent dans le cadre des films, des livres traduits, une nouvelle traduction. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir des versions différentes d'un même livre. Hein. Oui, d'ailleurs, moi pour l'anecdote, j'avais racheté Salem de Stephen King. Je dis Stephen King parce que même si Laura Steven va m'en vouloir de ne pas dire Steven, mais je crois que je suis trop habituée à dire Stephen. Donc c'est Salem, parce que donc le premier, c'est un de ses premiers romans. Et ils ont ressorti une édition aux alentours de 2005-2006. Et non seulement pour insérer des scènes qui avaient été coupées à la première édition, mais également effectivement pour reproposer une nouvelle traduction, quoi. Nouvelle traduction. Alors pour le coup, donc ça valait le coup. Alors moi, je préférais quand même la première version. Mais c'était intéressant de voir autre chose. Alors après, justement, on peut être aussi amené à vouloir acheter en occasion pour avoir une traduction plutôt qu'une autre.
Et donc, autre anecdote, moi c'était le cas par exemple pour 1984, parce qu'il y a une nouvelle traduction. Et alors bon, j'ai pas vu sur tous les sites, mais en tout cas sur Amazon, on voyait dans les commentaires que les gens étaient pas spécialement contents en fait de cette nouvelle traduction. Ah ouais? Ouais. D'accord. Parce que il y avait certains termes qui sont passés un peu dans l'imaginaire collectif, quoi, qu'on connaît bien, et du coup ils avaient traduit autrement. Et alors est-ce que c'était par habitude ou parce que les gens considéraient que c'était une moins bonne traduction, mais ça faisait pas du tout l'unanimité, donc moi je me suis pas pris la tête, j'ai pris directement en occasion en cherchant vraiment l'ancienne traduction. Ouais, mais tu vois, je sais pas. Là, pareil, la question elle s'est reposée récemment avec la sortie la ressortie d'une édition de Dune, tu vois. Oui. Moi, j'ai hésité à les racheter, alors que je les ai, hein, j'ai les 5 livres originaux. Mais la couverture, moi, elle me plaisait pas particulièrement, mais apparemment, ça a été retravaillé. Ils ont refait la traduction du Hobbit et du Seigneur des Anneaux aussi, donc tu vois, et du coup, ça indique de nouvelles éditions aussi visuellement, c'est-à-dire qu'on change tout le bouquin, quoi. On change pas que l'intérieur. Ouais, non, mais bien sûr, des fois, il y a d'autres traductions. Alors, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter, alors, une fois, de racheter un livre, mais parce que la couverture était tellement moche que, comme en fait, j'en parlais dans le Bookstagram, j'arrivais plus à faire des photos. Enfin, je finissais par cacher la couverture. Je trouvais enfin, ça devenait un peu un running gag. C'était pour ah mince, j'ai pas le nom. C'est de Dan Simmons. L'échiquier du mal, voilà. Où t'avais un genre de singe sur la couverture, mais c'était très laid et en plus ça n'avait aucun rapport avec le contenu. Donc du coup je l'ai racheté avec une belle édition et l'ancien j'ai filé à un copain. Donc voilà, comme ça il était plus joli celui-là. Est-ce que tu as eu des réactions particulières ou que des votes cette fois? J'ai pas regardé moi avant de commencer l'émission. Alors, en ce qui concerne les livres, donc il y a La fuite en vidéo qui expliquait lui par contre parce que c'était un livre qu'il adorait il y a un moment, il l'a racheté, mais ça c'était pour l'offrir. Donc là c'est encore autre chose, mais il l'a acheté en occasion parce que bon voilà, ça c'était plus édité. Il y a Vie, son pseudo c'est Appelez-moi Vie. Comment? Elle s'appelle Vie, mais son pseudo c'est Appelez-moi Vie. Donc voilà, pour les livres chouchous, une couverture autre peut l'attirer. Donc voilà, c'était pour la couverture. Voilà, d'autres disaient oui, mais pas pour la même couverture. Alors bon, j'avais envie de dire oui, en même temps, on parlait pas j'ai acheté 2 fois le même livre. Ah oui, mais le même, non, peut-être pas quand même. Donc il est moins corné. Il est plus neuf. Remarque, tu vois, je l'ai fait moi ça pour des comic books parce qu'une époque je décorais ma maison avec des comic books que j'encadrais et donc il m'est arrivé d'en acheter certains en double, mais c'était pour le coup les mêmes, exactement les mêmes couvertures, les mêmes trucs, les mensuels de Panini ou de Panini. Mais pourquoi Delcourt. Mais pourquoi tu rachetais Urban Comics. Mais pourquoi t'achetais 2 fois le même alors? Eh bien parce qu'il y en a un qui était mis encadré, donc je pouvais pas le relire si je voulais le relire. Oui, exact. Tu comprends? Oui, je comprends. Désolé, j'ai commencé une bière parce que je pense que pour arriver à dormir 8 heures cette nuit, il va me falloir au moins ça. C'est pas grave. Ah, j'ai oublié de dire que vous étiez évidemment sur Galaxy Pop. Merci Galaxy Pop de nous héberger. Ok, bon voilà, du coup assez nette distinction entre acheter un livre en double, non, même si c'est pas la même édition, et acheter un film en double, oui, surtout si c'est pas la même édition. Non mais là, vous voyez, il y en a plusieurs. Mais après, ça se justifie mieux parce que il peut y avoir différentes versions d'un film avec la director's cut. Puis les éditions Steelbook, parce que maintenant c'est pas mal, c'est pas mal à la mode. En premier, c'est que ça coûte un rein. Mais ils font des belles éditions avec le petit livre qui va bien dedans et plein de bonus. Donc là après pour un film vraiment qu'on adore, oui j'imagine qu'on peut facilement le racheter, mais avec une édition un peu plus prestigieuse.
Après, ce qu'on peut faire, c'est ce que je fais, je suis en train de faire tranquillement, petit à petit, mais vraiment très tranquillement. Maintenant que j'ai un équipement récupérant le 4K, ben je rachète certains films sur lesquels je tombe en occasion assez intéressante en 4K. Par exemple, là, je suis tombé récemment sur le American Nightmare numéro 3, qui d'ailleurs fait partie des films les plus beaux de cette saga. Et ben en version 4K, je l'avais déjà en Blu-ray, ben je l'ai pris en 4K, mais la version Blu-ray classique, je l'ai revendue. Tiens, j'aurais pu la faire gagner dans l'occasion d'en parler. J'y ai pas pensé, pardon. Désolé, je vous présente toutes mes excuses. La prochaine fois que ça se présente, je le ferai évidemment. Mais tu vois, c'est pas pareil. Mais là, activement, sinon, je suis en train de rechercher la saga de la planète des singes, les 3 de Matt Reeves, en version avec une nouvelle version un peu jolie. Et seulement les steelbooks des 2 premiers, ils sont affreux, alors que le 3e, il est magnifique, il est vraiment très très beau, là, avec César qui est en rouge sur un fond blanc. Sur son cheval, je crois qu'il est noir, le cheval, ou tout rouge, je sais plus. C'est magnifique. Et les 2 premiers sont tellement moches, j'hésite vraiment parce que, vu que j'ai un sale esprit complétiste, si j'ai le dernier, il me faut les 2 premiers. Donc, ah bah oui, il faut pas que ce soit dépareillé. C'est problématique, ça, tu vois, d'avoir ces... Ouais. Et, mais bon, voilà. Ok. Est-ce que tu veux commencer à nous parler de ton œuvre ou est-ce que je commence moi? C'est comme tu veux. Ah. Sachant que je lancerai un concours à la fin de mon intervention. Oh. Eh bien alors je commence. D'accord. Du coup comme ça on fera dans la continuité. Ce soir, moi je vais vous parler d'une saga en cours, d'une saga en cours. Je pense pas qu'il y ait de suite qui ait été annoncée récemment pour le 3e film, mais il y a eu 2 films au moins de cette saga. Il s'agit de la saga Sans un bruit 1, Sans un bruit 2. Les 2 réalisés par, j'ai perdu mes notes, John Krasinski, donc qui est le mec connu pour jouer dans The Office. Dans cette vieille série, The Office, voilà, vieille série, donc mec assez réputé pour son humour, et lorsqu'il est passé au cinéma, en fait il a fait plutôt l'inverse, il a un peu fait d'humour au démarrage, mais il a surtout fait du drame ou de l'action. Là, il joue Jack Ryan. Bourne, non, c'est pas Jack Ryan. Jack Ryan, c'est ça, ouais, c'est ça. Et pas mal d'action et de trucs un peu sombres. Ouais, ça change de Jim Halpert. Je ne sais pas qui est Jim Halpert. C'est son personnage dans The Office. Ah, d'accord. Ah, mais je regarde pas The Office. Désolé, Désolé, je sais, on a perdu 25% de notre auditorat. C'est mal. Désolé. Alors moi j'aime bien, donc revenez les 25. Et ouais. Mais c'est dingue, je crois que passe pas une semaine sans que je vois quelqu'un tweeter, dire j'ai découvert The Office, c'est génial, la version anglaise, la version américaine, c'est génial. Enfin bon, bref. On verra un jour si j'ai du temps. Pourquoi Sans un bruit? Sans un bruit, j'ai déjà, avant toute chose, une petite histoire à raconter. Alors, c'était un film qui m'intéressait dans le sens où... Alors, il y a des critiques assez mitigées dessus, mais... c'est un film, c'est ce qu'on appelle un film à concept. Je parlais un peu plus récemment de American Nightmare, The Purge. Je préfère le mot American, The Purge, parce qu'American Nightmare c'est débile comme nom. Enfin bon, bref. The Purge, c'était un film à concept, c'est-à-dire, imagine un soir, pendant une nuit, il y a plus de loi, on peut faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens s'entretuent. Voilà, quelle surprise. Sans un bruit, c'est imagine il y a des animaux, des extraterrestres qui débarquent sur Terre et si tu fais du bruit, ils te tuent. Qu'est-ce qui se passe? Ils te tuent. Voilà. Voilà, fin du podcast. Non, et donc moi j'aime bien les films SF comme ça à concept, ça me fait il y a toujours une petite réflexion, une petite recherche, un petit travail esthétique et donc j'ai pas pu le voir au cinéma ni le premier ni le 2 d'ailleurs et donc je le cherchais tranquillement, mais c'est un film qui coûte un bras. Ah bon? C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, l'offre doit être réduite et la demande assez énorme, mais j'ai vraiment mis du temps pour le trouver, et comme très souvent dans ces cas-là,
comme ça a été le cas pour pas mal d'objets de ma collection de Star Trek, j'ai dû faire appel à des Blu-ray italiens. Ah oui. Parce que en fait en France la spéculation est assez énorme, mais tout ce qui va être Italie, Allemagne, c'est beaucoup moindre. Alors ça y est un peu, mais c'est assez moindre. Et donc Sans un bruit, qui s'appelle d'ailleurs en italien Un posto tranquillo. Avant de l'acheter, il faut savoir que je suis tombé sur une méga offre. Alors je ne me souviens plus parce que je la cherchais avant l'enregistrement de l'émission là dans mes achats passés. Je me souviens plus du contenu de ce pack de Blu-ray que j'ai acheté. Mais il était dedans. Pour une misère, vraiment pour une misère, et en version française, en version normale, classique, machin. Je le commande et tout. Et puis il arrive, et je me dis, mais attends, mais j'ai un gros doute, parce que Sans un bruit, donc en anglais, il s'appelle A Quiet Place, donc un endroit silencieux, un endroit tranquille, quoi. D'ailleurs, le nom, je trouve qu'il a une certaine poésie par rapport à la version française. Tu sais, c'est... ça sous-entend... Enfin bon, bref. Non, mais je suis d'accord. Et ce film... déjà même l'affiche devant, c'était pas Emily Blunt qui se cachait la main, c'est l'image qui ressort tout le temps de Quiet Place. C'était une petite fille qui se cachait la main, et derrière il y avait un mec un peu chelou et tout, et je me suis dit mais il y a un truc qui cloche, qu'est-ce que j'ai fait? Et je retape Sans un bruit sur internet et je vois son nom original, donc A Quiet Place, et je regarde le Blu-ray que j'avais dans la main, et sur le Blu-ray que j'avais dans la main, il y avait marqué Don't Breath. Ce qui n'est pas du tout le même film. Qui est d'ailleurs aussi un film à concept. Imagine, il y a un muet qui vient te tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il te tue. Non, mais c'est comment on dit, un home invasion. Alors je l'ai pas regardé encore du coup parce que blasé, je l'ai posé dans un coin. Je le regarderai un jour, surtout que y a une suite qui est sortie récemment. Donc on verra un jour, il faudra que je les regarde. Bon bref, et donc je suis tombé sur Un posto tranquillo que j'ai pu faire importer d'Italie. D'ailleurs c'est le premier film en 4K que j'ai pu regarder. Seulement à ce moment-là j'avais pas de téléviseur 4K, j'avais juste le vidéoprojecteur classique, donc j'ai pas vu la différence, mais c'est le petit détail sympa. Et je suis tombé sur Sans un bruit 2 grâce au coffret, tu sais, ça c'est assez intéressant. Moi j'aime bien faire ça. C'est les gens qui achètent les coffrets justement 4K. Dans les coffrets 4K sont souvent fournis en plus un Blu-ray simple. Oui, du film. c'est ça. Et donc j'ai acheté juste le Blu-ray simple du film pour une poignée d'euros, qui m'a été envoyé dans une petite enveloppe protégée, et je l'ai reçu, et vu que j'ai des boîtiers amarrés Blu-ray, je me suis imprimé ma petite jaquette, je l'ai mis tranquillement. Ah oui, oui, bref, carrément. moi, Tu fais pas semblant. j'aime bien faire ça. Ah oui, non, moi je suis un peu truc, et alors j'ai essayé à un moment, Ah tiens, on pourrait faire un jour peut-être un hors-série où je parlerai de ça. J'ai essayé de faire mes propres jaquettes en fait, parce que souvent les sagas, tu sais, ils commencent sur une forme, et puis après la suite ils suivent pas la même forme, et puis après ils font des coffrets, donc t'as aucun Blu-ray qui se ressemble. Mission Impossible, c'est catastrophique, il y en a aucun qui se ressemble à part les 3 premiers qui sont de du même acabit. Et pareil pour Underworld, tu vois, c'est un peu pénible. Et fut un temps, j'ai voulu faire mes propres jaquettes. Alors je n'ai jamais réussi, donc il y a des sites qui te permettent de télécharger les véritables jaquettes qui ont été scannées, que tu peux réimprimer, et voilà, mais c'est compliqué de faire ses propres jaquettes de Blu-ray. Alors que c'était plus facile de faire ces jaquettes de VHS à l'époque. Ah ben oui, le VHS, c'était facile. Je sais plus ce que je disais. Donc finalement, tu n'avais pas reçu le bon film. Eh ben non, voilà, mais donc je l'ai eu. Je l'ai regardé, et c'était pas mal. Voilà. À toi. Non, je déconne. Donc, alors je l'ai vu au cinéma. Place, le premier. C'est vrai, tu l'as vu au cinéma? Le premier, oui. Ouais, t'as aimé? Oui, j'ai bien aimé. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien Emily Blunt. Ouais. J'aime bien cette actrice, déjà. Voilà, je la trouve hyper charismatique. Ouais. D'ailleurs, elle est mariée avec... Elle est le point positif du D'ailleurs, elle est mariée avec Krasinski.
Ah d'accord. Ah c'est marrant ça. Mm. Là ils vont bien ensemble. Oui. Donc ça raconte l'histoire de cette famille donc dans un monde où des extraterrestres ont débarqué et le bruit les attire comme du fromage comme un oiseau attire sur les la branche. et comme un oiseau sur la branche. Tu sais que c'est un film avec Mel Gibson qui est très très chouette ça. Comme Ben un c'est oiseau pour sur ça, la branche. Il est un peu fait. c'est peut-être pas pour ça que je fais la blague. Ah. Et Pardon. Goldie Hawn, je crois. Et Goldie, ouais. Et il était chouette ce film, j'aime bien. Le cinéma est mort m'a fait gagner le DVD. Oh, la chance. Grâce à un jeu concours un jour. Ouais, c'est cool. Ils ont fait une émission que évidemment, j'invite à écouter sur ce film. Décidément, ça va être pénible ce soir. Donc, dans ce film, les extraterrestres tuent les gens qui font du bruit, les gens ou les personnes, les animaux aussi, je crois. Ils tuent un peu tout ce qui fait du bruit sur les États-Unis, hein, du moins, parce que c'est très américano-centré comme film. Bah, évidemment. Et il s'agit d'une famille de 5 personnes, donc le papa, la maman et les 3 enfants. Et le film démarre, on se rend compte que la maman, elle est enceinte et que malheureusement le 3e enfant, qui est un petit choupidou je sais pas, il a 4 ans je crois, 4-5 ans. Ouais. Il trouve des jouets, alors on lui dit non, faut pas jouer avec. Et la grande sœur de la famille, qui est sourde, et ça aura beaucoup d'importance pour le film, c'est un peu le personnage central, la grande sœur dans cette saga. Elle lui dit si vas-y joue avec, ne t'inquiète pas. Évidemment l'enfant joue avec et il se fait déchiqueter devant ses parents. Donc le film commence par quelque chose qui est assez compliqué pour moi à vivre, un infanticide. Enfin voilà, moi j'ai 3 enfants, donc évidemment je me suis projeté à fond dans cette famille. Le petit, alors il m'en rappelait un petit peu mon fils. Il est plus jeune que mon fils, mais il est plus vieux que ma 2e fille. Donc enfin bon voilà. Et ça a été un peu un choc pour moi parce que on le voit, hein, je crois dans la bande-annonce, mais je m'attendais pas en fait à la vitesse à laquelle c'est arrivé. Et bon bref, c'est l'ouverture du film, hein. C'est pour ça que je ne divulgue pas grand chose. Et donc comment va s'axer la vie de la famille autour de ce qui s'ensuit, étant donné que ils ont réussi à survivre jusqu'alors en faisant peu de bruit, en s'isolant au maximum, etc. Mais bon, il faut bien continuer à vivre quand même. Et comment va se passer l'accouchement de Madame Blunt dans des conditions pareilles, parce que pour les personnes qui ont déjà vécu un accouchement, c'est compliqué de faire un accouchement sans bruit, hein. C'est ça. Puis sans douleur, puis bien sûr sans péridurale ni quoi que ce soit. Sans péridurale. Remarque ça, est-ce qu'en cherchant bien, il aurait pas réussi à trouver des aiguilles et tout pour lui en faire une? Non, mais c'est trop chaud, c'est compliqué. Il aurait une chance sur 2 de la tuer. Non, c'était une idée bête. Et c'est un film donc à concept un peu, tu sens, il a la qualité et les défauts d'un premier film, parce que si je dis pas de bêtises, alors j'ai pas cherché, mais si je dis pas de bêtises, c'est le premier film de Krasinski à la réal. Et quand je parle de défaut et de qualité, il a la qualité de sa générosité et de son application, c'est-à-dire qu'il essaye de bien faire les choses, tu vois, il essaye de bien faire des jolis plans de caméra, de bien montrer l'angle comme il faut, de travailler au maximum. Alors il y a tout un jeu sur les couleurs, on ne sait pas trop pourquoi les monstres font vriller les lumières, ça a pas de sens parce qu'ils sont pas radioactifs non plus, ils sont juste réactifs. Bon bref, mais ça a les défauts que c'est un film assez lisse à terme. Et bon, un petit peu plan-plan, un petit peu mignon, un petit peu voilà, je suis en train de regarder. En fait, non, il avait déjà fait des films. Brief Interview with Hideous Man, que je ne connais pas, et La famille Hollard, que je ne connais pas non plus, avant d'avoir fait Sans un bruit. Bon. Donc on va dire que c'était son premier film connu. Désolé. Ouais, on va peut-être dire ça. Bon, il a réalisé quelques épisodes de la série The Office, mais bon, ça ne compte pas. Et donc Sans un bruit, en fait, c'est un chouette film. Alors, évidemment, tous les acteurs et actrices, enfin tout,
Emily Blunt et Millicent Simmons, donc la fille qui la fille de cette famille, qui est l'actrice, le personnage sourd. Et si je ne dis pas de bêtises, cette jeune actrice est sourde. Oui, voilà, en effet, parce que j'ai regardé les bonus et dans les bonus, elle signe aussi pour s'exprimer. Donc voilà, qui est sourde dans la vraie vie. Mais vraiment porte le film et le deuxième film d'ailleurs sur leurs épaules toutes les deux. Dans le deuxième film, encore plus Millicent que Emily Blunt, je trouve. C'est un film qui va vous parler de la famille, du rapport parent-enfant, de ce qui peut être vécu comme violent sans qu'on s'en rende forcément compte, de ce qui doit être évité de faire quand on est parent envers son enfant, et qu'évidemment tous les parents font, moi y compris tous les jours, et à chaque fois je me dis putain je suis un monstre. C'est ce que j'aime bien dans la SF en fait. Moi j'aime beaucoup la SF quand c'est juste de la SF pure et dure, du divertissement avec des gros vaisseaux, des gros pistolets, des trucs bizarres qui arrivent. Mais j'aime aussi beaucoup la SF parabolique, c'est-à-dire on utilise le médium de la SF pour parler d'autre chose. Et là, c'est ce qui est le cas. On parle de ce que c'est que de grandir en étant handicapé, ce que c'est que de grandir, de vivre en famille avec un décès dedans, des relations sociales entre chaque membre de la famille, c'est-à-dire il y a la relation sociale entre le frère et la sœur, entre le père et le fils, le père et la fille, le père et la mère et le fils, la mère et la... etc. Et la tête alouette. Et donc et la tête alouette, voilà. Personne ne se fait plumer dans ce film. Bref, c'est un film que je conseille assez chouette si vous voulez passer une petite soirée détendue. C'est pas... Je pense pas que ce soit le film du siècle, et honnêtement je comprends pas pourquoi il est aussi rare en occasion et aussi cher. Bon après, remarque 2018, depuis 2018 il y a plein de films, je parlais des purges, je les ai tous trouvés à moins de 5 euros. Bon bref, je sais pas. Voilà, si vous arrivez à tomber sur une chouette occasion, ça vaut le détour pour une petite soirée sympa. Soirée tranquille, voire même une soirée à deux. Et pour le coup, le travail sonore est sympa parce que il y a peu de musique et il y a beaucoup de moments calmes en fait, et des moments au contraire très bruyants, donc faites attention, écoutez-le peut-être. Alors le premier je me souviens plus comment je l'ai regardé, mais le deuxième je l'ai regardé au casque, ce que je fais assez rarement, mais il me semble que le premier aussi, oui j'en suis sûr même, le premier et le deuxième je les ai regardés au casque avec le son un peu fort justement, et voilà, Krasinski a joué là-dessus, c'est-à-dire que les moments où il y a du bruit, ça éclate vraiment, et tu sens qu'il en fallait pas. Voilà, donc ça c'est pour le premier. Le deuxième, je le cherchais, mais sans vraiment le chercher parce qu'il venait de sortir, et c'est vraiment parce que je suis tombé sur une super occasion. Donc si ça avait dû attendre, ça aurait attendu. J'avais fait un podcast sur mon streetcast personnel où je parlais des suites, parce que souvent quand t'as un film à concept, la suite, c'est compliqué de faire une suite qui ne soit pas décevante. Parce que le seul moyen de faire une bonne suite à un film à concept, c'est de partir sur un tout autre schéma. La suite de The Purge 2, donc le premier c'est un Home Invasion où les gens sont dans le noir, ils sont enfermés chez eux, il y a très peu de personnages, il y a très peu d'acteurs et d'actrices, on connaît pas trop l'univers, etc. Et bien le deuxième ça se passe carrément dans une ville, dans la rue, il y a plein de lumière partout, même si c'est de nuit, il y a beaucoup de personnages, on explore les limites du monde, et en fait c'est le genre de suite que j'aime bien avec les films à concept. Là, Sans un bruit 2, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que il prend le parti de faire la suite directe, c'est-à-dire ça se passe vraiment immédiatement après la fin du premier. Tu l'as vu, Isa ? Ouais, je l'ai vu. Mais justement, on a vraiment l'impression que c'est deux parties d'un même film, en fait. Oui, ouais. Et tu l'as bien aimé ?
J'ai moins aimé que le premier, mais parce que en même temps, c'était difficile de repartir sur un autre concept, étant donné que l'environnement dans lequel ils vivent ne peut pas vraiment changer. Après, ce qui est compliqué, c'est quand tu mets des personnages dans un monde apocalyptique. Alors, dans le premier, ils avaient pas mal évité un peu tous les poncifs liés au fait que quand on rencontre d'autres gens, forcément, ça se passe plutôt mal parce que l'homme est un loup pour l'homme, etc. Donc ça, ils avaient évité dans le premier et ça suffisait à lui-même, tandis que dans le 2, justement, ils vont un peu plus se confronter justement à l'autre, aux autres hommes, et forcément, ça se passe mal. Donc c'est un peu compliqué parce qu'ils sont obligés de garder en fait le même concept. Ils évoluent dans le même monde et en plus c'est une suite directe. Et bon, ça donne un peu l'impression pour meubler, ça repartait un petit peu dans le classique du post-apo et ça s'est soufflé un petit peu. J'étais moins emballé par le 2. Voilà, alors le deuxième, il est assez joli, je trouve, au niveau de la réalisation. Cette fois-ci, on n'a pas John Krasinski dans le film, je ne divulguerai pas pourquoi, mais bon, le fait que j'ai dit cette phrase, vous avez compris pourquoi. On a Cillian Murphy qui vient donner la réplique à Emily Blunt, qui joue une espèce de redneck qui a survécu comme il a pu, enfermé, machin, et qui accueille sans trop le vouloir cette famille avec le bébé, donc le bébé qui est un danger permanent parce qu'à tout moment il doit hurler. Le souci, c'est que c'est un film qui n'ose pas assumer le fait que, en fait, souvent dans les films d'horreur à monstres, il faut prendre exemple sur Alien. Le premier film, Alien, fait terriblement peur pendant 2 heures. Mais une suite avec la même vision du monstre, c'était pas possible. Les gens auraient dit ça ne sert à rien, ça ne fait pas peur. C'est pour ça que dans le deuxième film, il y a plein d'aliens et on les voit beaucoup, souvent, parce qu'ils font peur d'une autre manière en fait. Ils ne font plus peur parce qu'on ne sait pas ce que c'est, ils font peur parce qu'ils sont en nombre et on sait ce qu'ils sont. Et là, en fait, dans le deuxième film, on prend pas vraiment ce truc, à part sur la moitié fin du film, quand ça se passe dans une petite ville, une petite île. Là, pour le coup, ils se sont déchaînés, ils ont dit c'est bon, on a compris ce que c'était ce monstre, on peut l'utiliser d'une autre manière. Et là, il s'éclate un peu plus. Mais dans le premier, on les découvre, on trouve même comment les tuer, et dans le deuxième, ils sont une menace assez terrible. Et je trouve ça dommage. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on se centre un peu plus sur le personnage de Millicent Simmons qui devient vraiment le sujet central du film, qui essaye de mettre qui essaye de prendre la place de son père, de ce que représentait son père. Alors une fois de plus, c'est une vision très américano-centrée de la famille, donc c'est le père, c'est le protecteur, c'est le travailleur, la mère c'est celle qui est douce et qui s'occupe des enfants, le père il est dur et rude mais aimant, etc. Et donc elle essaye de se transformer en son père parce qu'elle veut prendre soin de sa famille, et là à nouveau on a un petit message sympa. On pourrait se dire, Cillian Murphy, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de prendre la place du père? Oui, non, parce que lui, c'est un peu... Il y a une construction en miroir par rapport à la famille de Emily Blunt, c'est-à-dire que Emily Blunt, elle a perdu le père de famille, et Cillian Murphy, il a perdu la famille, et il ne reste que le père de famille. Donc il y avait une petite confrontation des deux visions du monde. Petit souci, Emily Blunt est très mise en retrait dans ce film, elle fait pas grand chose, elle se bute un monstre toute seule, tranquille. C'était une scène un peu rigolote, un peu con, mais marrante. Mais c'est tout. Le garçon est terrible, il ne fait que des conneries. C'est quoi ce gosse? Comment c'est possible qu'il ait survécu aussi longtemps? Je sais pas, tu vois, il enchaîne des trucs, mais... C'est ça. Bon, le film s'ouvre, il marche sur un piège à loup. Bon. C'est peut-être pour justement faire un peu, non, mais moi, je suis, c'est un vrai gamin, tu vois, donc ça, quand même, là, c'est un peu abusé. Pas de bol, le film s'ouvre, il marche sur un piège à loup, donc il crie. Ça, je peux pas lui en vouloir. Mais tous les choix qu'il fait en suivant, tous les choix, quand même, on lui dit, fais ci, il fait
ça. On dit, va là, il va ici. Tu vois, il fait comme s'il faisait exprès de faire l'inverse de ce qu'on lui demande. Et il est le problème à chaque fois dans toutes les oppositions qu'on rencontre dans ce film, à part l'arrivée du monstre dans la ville à la fin, eh ben toutes les oppositions, tout le reste du film, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est la faute de ce garçon. C'est terrible, le pauvre. J'espère que l'acteur, ça va pas entacher la carrière de cet acteur. Bref, donc la saga Sans un bruit 1 et 2. Je la conseille, mais voilà, à nouveau tranquille. Et pour le coup, j'ai l'impression que Krasinski, pour le deuxième film, il a pas forcément trop appris de ses erreurs dans le premier. C'est un peu la même, comme tu dis, partie 1, partie 2, quoi. C'était vraiment, ça aurait pu être tourné en même temps, alors qu'il y a 3 ou 4 ans d'écart entre les deux films, mais bon. Après, voilà, moi, ça m'a fait plaisir de. C'est le genre de film, tu vois, je serais content dans 1 an ou 2 de les regarder à nouveau, peut-être avec mon épouse ou avec un pote, voilà. Il y aura un 3e opus, alors c'est pas lui D'accord. c'est pas Krasinski qui va se mettre à la réelle. On sait qui Mais il signe quand même alors attends. Mm-hmm. Il va signer quand même le script. Parce que bon là, c'est la Paramount a déjà officialisé le 3e film, donc ça va être Jeff Nichols. Ok, bah c'est cool. Jeff Nichols, qui a déjà... Il a fait quoi déjà, lui Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Bon, ça me parle pas. Je regarde un peu, mais bon, c'est pas des films forcément très connus. Va voir. Non, j'en ai vu aucun. Si, Midnight Special, qui est excellent. Et Take Shelter, qui est excellent. Ah oui, non, en fait, si, il a fait deux bons, très très bons films. Take Shelter, ouais, qui est vraiment... Et Midnight Special, c'est le film avec le petit garçon qui a des lumières dans les yeux. Je sais pas si tu as vu, ils ont placardé ces affiches un peu partout, qui est un très 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 bon film. Pareil, familial. Ouais, ça peut être bien. Take Shelter aussi, c'était un film sur la famille. Ouais, ok, ça me va. Bien. Ben, affaire à suivre. Ouais, affaire à suivre. Le mystère s'épaissit, comme on disait dans les années 90 quand on regardait des séries. Isa, de quoi tu vas nous parler, toi, ce soir? Oui. Oui. Eh bien, j'avais envie de parler de Stephen King. Stephen King? Et de plus particulièrement... Ouais, bon, allez, Stephen King. Tant pis pour la cohérence, donc Stephen King avec le roman Désolation. Alors, pourquoi celui-là? Alors, pour 2 raisons. Alors, la première, c'est que celui-là, en fait, je l'ai racheté, justement, il y a pas très longtemps. Parce que il forme un diptyque avec un autre roman. Et j'avais pas la même édition. Et l'autre roman, en fait, la couverture, elle était, l'illustration était déployée sur toute la couverture, et celui de Désolation, c'est juste une petite partie. D'accord. Donc je me suis dit voilà, c'est dommage, j'aimerais bien essayer d'avoir les deux qui s'accordent. Je peux avoir des fois ce petit problème de collectionnite en disant non mais il faut qu'ils soient accordés quand même, sinon c'est moins joli. Donc voilà, du coup je l'avais racheté et voilà. Après, l'histoire particulière que j'ai avec Stephen King et l'occasion, c'est que ça fait pas si longtemps que je me suis mis à vraiment acheter tous ces romans, parce que avant, bon, déjà j'avais pas forcément la place, et à l'époque c'est mon père qui avait tous ces romans, donc je les empruntais dans sa bibliothèque. Donc voilà, d'ailleurs c'est lui qui m'a fait connaître Stephen King il y a déjà maintenant fort longtemps, puisque j'avais 12 ans quand j'ai lu le premier. Et donc voilà, donc là j'ai eu envie d'acquérir un peu tous les livres, donc j'ai maintenant dans ma bibliothèque j'ai tous les livres qui sont sortis en tout cas en français de l'auteur, et je les ai quasiment tous achetés en occasion. D'accord. À part depuis on va dire les 2 dernières années où comme j'avais déjà tout acheté, là maintenant forcément là pour le coup ça doit être un des seuls auteurs pour lequel j'achète dès la sortie, même si je ne vais pas forcément le lire tout de suite. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de cohérence, mais bon, voilà, j'avoue, là, j'ai plus de mal, j'ai envie d'avoir toute la collection. Donc, voilà. Et puis, Désolation, en fait, c'est le premier Stephen King que j'avais chroniqué sur mon blog. Mm-hmm. Et j'avais envie de commencer par celui-là. C'était quand? Parce il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans et demi, je crois. D'accord.
Et parce que là, j'avais choisi celui-là parce que je voulais le relire et parce que celui-là, en fait, il m'avait marqué parce que contrairement à beaucoup de ses romans, enfin bon, on peut être fan et admettre qu'il a ses défauts. Et souvent, ce qu'on reproche à Stephen King, c'est que les débuts sont parfois un peu laborieux, ça met un peu de temps à se mettre en place, etc. Tandis que celui-là, dès la première page, ça part en couille. Mais littéralement, dès la première page, enfin. C'est chaud. Le début, ça avait l'air d'être assez tranquille parce qu'ils sont sur une route surnommée la route la plus déserte d'Amérique, dans le Nevada. Donc bon. Et là, tu dis la route la plus déserte d'Amérique dans le Nevada, et là, tu penses à Massacre à la tronçonneuse, à Colline à des yeux. Tu fais ouais, bien sûr, c'est la route déserte. Donc forcément, c'est le meilleur moyen de croiser tout un tas de gens chelous. Et là, en fait, dès la première page, donc c'est un couple. Et donc la femme elle dit oh bah tiens t'as pas vu quoi? Bah il y avait un chat qui était cloué sur un panneau de signalisation quoi. Donc voilà, donc dès le début c'est vrai que ça envoie. Alors bon forcément je crois que le mari lui parce que attends oui il demande mais c'est un chat blanc. On va dire mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il était blanc ou rayé ou c'est un chat. C'est quelle période est-ce que tu peux redire l'époque de sortie de ce bouquin? Alors celui-là, si je dis pas d'ânerie, c'était en 96. D'accord, parce que j'ai peu de connaissances de Stephen King, mais je sais qu'il a eu deux trois périodes où il était en genre de dépression et que ses œuvres étaient particulièrement violentes, particulièrement affreuses. Ça correspond. Oui, en 80, donc c'était 96, donc oui, c'est vrai que c'était assez affreux. Alors après, c'est vrai que bon, en tout cas dans les fans, on reconnaît surtout deux périodes. Il y a avant et après son accident. Parce qu'il a eu un accident en 99 où il a failli rester, il s'est fait renverser par une bagnole. D'accord. En fait, après, les histoires sont plus, je sais pas comment dire, c'est moins vraiment dans l'horreur, quoi. D'accord. J'aurais pas jusqu'à dire que c'est tout public, mais voilà, c'est pour quelqu'un qui n'aime pas spécialement les trucs horrifiques, ça passe mieux si tu lis un bouquin qu'il a écrit après 99, enfin, après 2000, le temps de se remettre. Et voilà, donc tout ce qui était avant, c'est vrai que moi c'est la période que je préfère personnellement, parce que même dans les derniers qu'il a sortis, bon c'est pas mal, mais bon c'est un peu plus mou, enfin il n'y a pas le même la même tension qu'avant, donc voilà, Désolation, j'ai vraiment adoré parce que voilà, dès le début ils se font arrêter par un flic et qui a l'air un peu bizarre, mais en plus pas de bol. Je crois que c'est la sœur du mari qui avait planqué un petit sachet de cannabis dans la roue de secours. Donc forcément, ils se font arrêter. Et c'est là que tu vois que voilà, ils arrivent dans une petite ville où voilà, ça part. Enfin, surtout tu vois que le flic est un peu bizarre. Il a l'air, on verra qu'il est un petit peu possédé. Et voilà, ça part très vite en boulette. Il y a d'autres personnes aussi qui se sont fait arrêter. Il y a plusieurs membres de chaque famille qui n'a pas survécu d'ailleurs, se sont fait descendre. Voilà, je vais pas spoiler, mais ouais, c'est le début est assez rude. Et donc tu rentres tout de suite dans l'histoire. Alors après, bon, un de ses plus gros défauts, c'est-à-dire souvent en fait, il a un très bon concept et je pense qu'à la fin il dit ouais, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Bon, on va dire ça, paf. Et du coup, t'es un peu déçu parce que tu dis, bon. L'idée était bien, voilà, il peut avoir de très très bonnes idées, ça commence bien, il y a un bon concept, mais il sait pas trop quoi faire il sait pas trop terminer ce qu'il a commencé. Donc, bon, ça c'est un truc assez connu, par exemple, dans la dernière adaptation de ça, dans le deuxième chapitre, justement, il y a un des personnages qui est joué par Jess McAvoy, qui est justement un écrivain, et il y a une petite pique dessus. Oui, je sais, il aime pas. Il sait jamais réussir ses fins. Ah oui, je m'en souviens. Donc, ouais. D'accord. Voilà, c'était une pique directe pour. D'accord. C'est marrant ça. C'est méchant, mais c'est marrant. Donc, bon, après, il a quand même eu le droit de regard sur le script, donc il sait. Ah ouais, c'était une quoi. petite blague. Mais donc voilà, donc ça fait partie pas forcément de mes préférés, mais un de ceux qui m'avait le plus marqué. En plus, sur la couverture, il y a le nom de l'auteur qui est écrit en grosses lettres rouges. Et c'est ce qui m'impressionnait toujours. Je me souviens quand j'étais ado et que je cherchais un petit peu dans la bibliothèque de mon père lequel j'allais lire. Et
il avait que comme il achetait quasiment dès la sortie, il avait que les éditions Albin Michel avec des belles couvertures d'ailleurs assez sombres. Et dans tous ceux que j'ai rachetés, c'est vrai que ça tient à peu près sur deux bonnes étagères où il y a que des éditions grand format qui sont d'ailleurs pas si compliquées à trouver. Enfin, il y en a plein, je les ai trouvés pour 2€. D'accord. En occasion, évidemment, donc pour 2€. Et alors l'aspect un petit peu aussi collection de mes achats de ces romans, c'est qu'il y a une collection, la collection J'ai lu, donc qui a édité pas mal de ces livres. Je crois que elle est assez connue parce que les Peur Bleue de chez eux. À moins que ce soit. Parce qu'en fait, c'est que des couvertures. La plupart du temps, c'est que des couvertures horribles, quoi. Celle que tout le monde, que plein de gens connaissent, c'est celle de ça, qui est en 3 volumes, et tu vois vraiment le clown, et c'est... Enfin, les couvertures étaient vraiment faites pour foutre les jetons. D'accord. Très clairement. Là, maintenant, bon, il y a régulièrement des rééditions, en fonction des adaptations, ou des retraductions. Mais c'est plus graphique, c'est plus édulcoré. Et je crois que j'ai acheté tous les romans que J'ai lu à publier. Alors tous en occasion parce que maintenant J'ai lu ne sort plus de livres, quoi. Donc forcément faut être un peu patient parce que là, à vue de nez, je crois que je dois en avoir une petite trentaine. Et voilà, et que c'est forcément que de l'édition, mais voilà, parce que les couvertures, moi, je les trouve assez démentes. Et il y a même un roman qui est en 3 volumes, et je crois que c'est un des mal aimés d'ailleurs, c'est les Tommy Knockers. Et je l'ai même en double. C'est-à-dire j'ai 2 fois les 3 bouquins, mais parce que la couverture était pas la même et voilà. Et là pour le coup, voilà, ça répond directement. Toi, tu as pris ta position. Au sondage, oui, j'ai racheté, mais parce que voilà. Et voilà, parce que les couvertures, j'ai trouvé des mentors. C'est la même traduction, hein, mais bon. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est pas à mettre entre toutes les mains. D'ailleurs, les enfants, ils savent qu'il y a des endroits de ma bibliothèque, faut pas trop aller, faut pas regarder. Parce que autant oui, les éditions, il y a plusieurs nouvelles ou novellas qui sont en train de rééditer avec d'autres couvertures, et ça va un peu plus dans le young adulte d'ailleurs. Donc pour faire peut-être un peu mieux connaître, mais voilà, forcément les couvertures sont un petit peu plus ça fait un peu moins peur quand même que l'édition J'ai lu, tu vois, le clown avec juste la tête de clown, mais le corps c'est un squelette qui était quand même un peu moins accessible. Enfin, c'était vraiment, on voyait bien que c'était ciblé pour un public adulte, hein. Ouais. Ou pour un public ado qui aimait se faire des frayeurs comme moi. Que j'ai commencé à 12 ans avec Running Man. T'es violente, hein. Ouais, j'ai commencé par celui-là. Je connais des fans qui ont commencé par Cimetière. À 12 ans également. D'accord. Moi, alors, je les connais pas, hein. Moi, j'ai lu, je crois que je n'ai lu que Peur Bleue et Carré. C'est tout. J'ai Cujo, mais je connais la fin, donc je peux pas, c'est pas possible. Mais t'as pas vu d'adaptation? Ah, si, les films, oui, j'en ai vu quelques-uns. Ah, et j'ai commencé Marche ou crève. Mais juste commencé, et je sais plus pourquoi, j'ai enchaîné avec un autre livre. Je crois que je devais lire un livre pour un podcast, et du coup, j'ai arrêté Marche ou crève, et je suis pas revenu dessus. Mais un jour ou l'autre, je le lirai. Oui, quelques adaptations, évidemment. Mais oui, c'était pour... bon, bref. Enfin voilà, donc oui, c'est un des livres que j'aime beaucoup de lui, donc Désolation. Et on va me voir arriver avec mes gros sabots. Et maintenant je l'ai en double. Oh. Et et voilà, maintenant j'ai l'édition qui me plaisait le plus. Donc je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de le faire gagner en concours. Oh. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je suis tout à fait d'accord. Moi, on fait gagner ce que vous voulez en concours. Ça me fait triper. J'adore ça. Donc après, moi, ce que je rajouterais bien, parce qu'on fera un petit tweet pour voilà gagner, mais moi, ce que j'aimerais bien rajouter, c'est que faut répondre à une question. Ah, super. Voilà, faut répondre à une question, et donc ça va être répondre à la question que j'ai posée dans le podcast. Pour embêter les gens et les obliger à écouter. Et tu sais quoi, en plus dans la description, on va pas mettre le timer code de la question. Voilà. Et en plus, je pense que parce que après le problème c'est qu'une fois qu'il y en a un qui a trouvé, il y en a qui répètent le même. Ah, il faudra l'envoyer en MP. En disant hein. tiens, je mets comme lui. Non, même pas. Non, attends, on va pas se faire tous les MP, mais moi ce que j'avais dit, je pense que j'essaierai de voir avec des gens que je connais pour troller un petit peu.
C'est-à-dire bon pour répondre des âneries. Ouais, c'est un truc qu'on aimait bien faire en fait parce que quand le roi Steven faisait aussi des concours, et ben t'avais régulièrement des gens qui répétaient les mêmes réponses alors que c'était pas ça. Ah ouais, d'accord, je vois l'idée. Après c'était un peu un gag, il y en a plusieurs qui du podcast s'amusaient justement à répondre des conneries, des trucs complètement à côté pour troller justement le fil. Et moi ce que j'avais envie de poser comme question, et j'ai fait exprès de ne pas le dire tout à l'heure. Donc j'ai dit que Désolation formait un diptyque avec un autre roman. Donc, pour gagner Désolation, il faudrait être capable de me dire, dans le tweet là où on va publier le concours, quel est justement ce fameux roman qui forme un diptyque avec Désolation et sous quel nom d'ailleurs Stephen King l'a publié. Oh là là. Ah oui, parce que Stephen King a utilisé pas mal de pseudos Il a utilisé des pseudos effectivement, et je serais encline du coup il y aura forcément des gens qui peuvent copier les uns sur les autres, mais le premier qui pourra dire à quel moment j'ai lancé le concours, on va dire qu'il compte double pour le tirage au sort. Qu'est-ce que Oh, tu es bien généreuse. Oui, moi ça me va. Enfin, je m'en plie à tes règles. Y a pas de problème, je te suis. Donc voilà. Donc pour l'occasion du podcast, je fais gagner le roman en grand format Désolation de Stephen King. Écoute, merci beaucoup Isa pour cette occasion de faire gagner. Enfin, bon. Ok. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire, que ce soit sur Stephen King, sur Désolation, sur le podcast de manière générale? Sur Stephen King, il faut lire Stephen King. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Et sur le podcast, il faut nous écouter. Il faut partager. Oui, il faut écouter aussi Zombie Parade. Parce que là, au moment où on est publié, vous avez Zombie Parade qui est passé. Oui, il va être publié. Le premier épisode va sortir. C'est demain, donc c'est le 5 mars. Voilà, donc c'est Winnie qui a voulu lancer ça pour une copie assumée de Char Parade de The Ultimate Record, donc du site Nanarland, pour ne pas le citer. Où voilà, il faisait un podcast où il parlait de tous les films les plus improbables de requins, et il y en a beaucoup plus qu'on croit. Et voilà, puis il s'est dit que pour l'occasion, on allait parler plutôt des zombies, d'où le nom Zombie Parade, parce qu'il n'y a pas que La Nuit des Morts Vivants, Walking Dead, il y a aussi plein de nanars. Je pense que l'imagination dans le domaine est assez... Moi, je suis tombé... Je trouve pas le qualificatif. Il y a quelques années, je suis tombé sur une vidéo YouTube. Alors, c'était un film, un fan-fiction, là, ou je sais pas quoi, sur un groupe de rock, donc 4 gars, 4 ou 5, je sais plus, 5 je crois, qui sont enfermés dans leur voiture et qui vivent l'apocalypse zombie dans leur voiture. Et alors, c'est très drôle parce qu'ils sont enfermés dans un parking souterrain. Et il y a plein de zombies partout et ils sont bloqués. Il y en a un évidemment qui a été mordu et il y a un mort, je sais plus quoi, et ils essayent de manger. Alors ils coupent le doigt d'un des gars, ils essayent de le faire cuire avec un briquet. Et c'est très très bête, mais c'était à mourir de rire. Et j'étais, mais je sais pas comment j'étais tombé dessus et je sais pas si j'arriverai un jour à le retrouver. Mais j'avais adoré ce truc, ça durait une 10-15 minutes, mais ça m'avait fait mourir de rire. Et c'est vrai, en effet, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les zombies et il y a autant de bien que de pas bien. C'est cool. Mais moi, j'ai très hâte. Non, mais là, là, on tombe sur le fond du fond. Ouais. Quand j'ai vu Zombie Parade arriver sur le listing de Galaxy Pop, je me suis dit, oh, ça va être chouette. Voilà. Enfin, bon, bref. Donc, c'est chouette. Non, mais là, on a déjà enregistré deux épisodes. Et pour le prochain, alors il faut que j'arrive à le trouver, mais je vais regarder Poultrygeist. Quoi? Qu'est-ce qui m'a attiré dans le truc? C'est que Poultrygeist, c'est parce qu'en fait c'est un genre de fast-food dont un des sites a été construit sur un ancien cimetière indien. Ça, j'ai vu, ok.
ok, deal, allons-y. Et en fait, ils vont se transformer en poulets zombies. Ah Voilà, d'où poultry, poulette, quoi. Donc voilà, je vais regarder ça pour la science et pour me marrer un petit peu, j'espère quand même. Mais non, mais c'est cool. Ouais. Ah oui, non, mais il y a de quoi franchement se marrer parce que bon, il y a plein de nanars. Alors autant il y a des nanars assumés, bon, c'est aussi marrant, mais des fois c'est vraiment, je pense que c'est un peu le prétexte pour faire un truc vraiment nullissime. Et autant il y en a d'autres où tu sens, tu vois, qu'il y a l'amour quand même du mythe, et que c'est mauvais, mais c'est super drôle. Il faut vraiment que je trouve là le court-métrage dont tu viens de parler. Ouais, alors je sens que ça... Night of the Chicken Dead. C'est cool. Bon, bref. Ok. Eh ben écoute, je vous souhaite tout le meilleur du monde avec ce nouveau podcast et moi ça me fait plaisir parce que du coup c'est moi qui ai créé la mise en ligne sur l'article sur le site internet Galaxy Pop, parce que oui, Galaxy Pop c'est un flux RSS mais c'est aussi un site internet que l'on va développer au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup Isa pour cette émission, c'était très cool. C'était plus court, hein, quand il y a pas Kurt. Et tu vois, quand il y a toi et moi, on arrive, nos trucs sont préparés, tout tranquille, on sait de quoi on va parler, ça va vite, c'est chouette. Bon. On plaisante, Kurt, on t'aime. Ouais, on aime surtout ta copine. Parce qu'il faut la tacler à chaque émission, et là, j'avais pas d'idée, donc j'ai dit ça. Bien, bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Ciao. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop.